Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous avez été Miss France. Est-ce que c'était un rêve de petite fille et quels souvenirs en gardez-vous aujourd'hui? Alors, c'était pas un rêve de petite fille, mais j'avoue qu'on regardait l'émission avec ma maman et mes sœurs tous les ans. Donc, ça représentait une sorte de magie parce que, je le raconte, moi je suis issue d'un milieu assez modeste, très modeste même. Et c'est vrai que Miss France, c'était un peu la bulle ce soir-là. On avait le droit de rêver, on regardait les robes de princesse, les belles coiffures, les maquillages. Moi, j'avais une maman qui nous faisait nos vêtements. Voilà, c'était un peu Je rêvais pas de devenir Miss France, en revanche, je rêvais de vivre un jour l'opportunité d'être chouchoutée comme ça le temps d'une soirée. Et 20 ans après, quels souvenirs en gardez-vous? Oh, de très bons souvenirs. Alors, des souvenirs assez complexes parce que moi, je me suis retrouvée Miss France alors que j'étais un peu atypique, élue par les Français mais non voulue par une organisation. Donc, j'ai eu des sentiments assez partagés. Mais c'est que vraiment, moi, j'ai beaucoup de gratitude envers les Français parce que ça a changé ma vie. Et surtout, ça m'a permis de prendre la parole, ça m'a permis de faire de très belles choses, que ce soit dans le cadre du concours Miss France, mais également dans le milieu associatif qui est important pour moi. Et puis ça m'a changé, ça m'a transformée. Votre livre s'appelle Couronne et préjugés. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Parce que déjà j'ai un livre de chevet qui s'appelle Orgueil et préjugés. Je trouvais que c'était un magnifique parallèle et je voulais expliquer quand même que les temps changent, mais pas tant que ça en fait. Malheureusement, les femmes sont toujours victimes des mêmes préjugés. Ça évolue un peu, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Moi, j'avais envie de témoigner des préjugés que j'avais dû combattre pendant toute ma vie et j'ai pas fini. Je sais que je suis au quotidien confrontée à des préjugés. Non, j'avais envie de témoigner de mon expérience de femme. J'avais aussi envie de passer quelques messages et pourquoi pas de donner quelques messages en disant n'écoutez pas les gens. Faites ce que vous avez. Ne vous mettez pas de limites et n'écoutez pas les gens qui cherchent à vous appuyer sur la tête ou à vous démotiver parce qu'en fait, il y a rien si vous avez envie de faire des choses, il y a pratiquement rien qui peut nous arriver dans la vie. Vous dites dans l'introduction de votre livre que votre histoire, c'est juste la réalité d'une fille de français moyen qui a travaillé sans relâche pour poursuivre son rêve. Est-ce que c'est un bon résumé de votre trajectoire? Oui, c'est vrai. Et je trouve que dans le contexte politique dans ce qu'on vient de vivre, dans lequel on est, moi je trouve que la valeur travail est une valeur qui est très importante à inculquer à nos enfants. Et surtout l'optimisme. Moi je suis quelqu'un de très optimiste, d'assez résiliente, mais très optimiste. Il me semble que c'est nécessaire en fait. Il faut, surtout dans cette période très lourde, il faut se dire que tout n'est pas foutu en fait. Et qu'il n'y a pas de fatalité non plus? Et qu'il n'y a pas de fatalité. Alors c'est plus difficile. Moi je suis effectivement je suis fille de français moyen. Ça a été plus difficile pour moi et c'est plus difficile pour les gens qui sont issus de milieux défavorisés. Faut pas se mentir. On n'est pas sur une égalité des chances totale en France. On est dans un pays fantastique où effectivement on a accès aux soins, on a accès à l'éducation, on a accès à beaucoup de choses. Moi j'ai pu faire des études parce que je vis en France et parce que j'ai profité, j'ai été boursière, j'ai fait la faculté qui était gratuite. Donc oui, il y a des choses. On est dans un pays où on peut faire beaucoup de choses, mais il n'y a pas d'égalité des chances. Il a fallu que je me batte plus fort, il a fallu que je crie plus fort, il a fallu que je tape plus fort aux portes. Mais est-ce qu'au final, cette façon ne nous rend pas encore plus compétitifs? Je pense que si je n'avais pas été issue du milieu familial dans lequel je viens, je n'aurais pas eu cette hargne, cette niaque en fait, cette envie de croquer la vie et je me laisse pas déstabiliser. Donc quelque part, je dis merci à ma maman. Est-ce qu'au-delà du travail, c'est aussi déterminant de savoir saisir sa chance? Oui, c'est important de savoir saisir sa chance et puis c'est important de savoir se relever après un échec parce que si on pense que tout arrive facilement dans la vie, c'est faux. On se prend des claques et on apprend et je trouve qu'il faut savoir remonter en selle, c'est ça qui est hyper important. Il faut saisir sa chance, mais il faut aussi savoir monter en selle et remonter en selle. Est-ce que vous avez eu du mal à vous sentir à votre place malgré votre réussite? Le syndrome de l'imposteur, ce fameux syndrome que toutes les femmes ont, bien sûr que je l'ai. Et bien sûr on cherche l'accomplissement et on cherche la légitimité toute notre vie. Mais c'est peut-être ce qui rend les femmes encore meilleures dans l'entreprise. C'est que les femmes, en fait, elles font beaucoup d'introspection. Elles se posent la question de savoir si elles sont au bon endroit, au bon moment. Elles se demandent si elles sont légitimes et de ce fait, elles travaillent encore plus. Et ce syndrome de l'imposteur, il est triste parce que moi, j'ai envie de crier aux femmes, oui, je crois à l'égalité des compétences et les femmes sont largement compétentes quand elles sont au poste qu'elles décrochent.
Donc oui, on a envie de lutter contre le syndrome de l'imposteur, mais je l'ai moi-même, donc je ne vais pas leur dire ne l'écoutez pas. Ça nous rend certainement meilleurs. Quel genre de manager, de dirigeante êtes-vous ? Alors j'essaie d'être une manager de l'écoute. En revanche, je suis quelqu'un de très exigeant envers moi-même et envers les autres. Donc je suis une manager peut-être toujours insatisfaite. Mais j'essaie d'être une... Alors je ne suis plus manager parce que j'ai managé des gens pendant 20 ans, mais je ne le suis plus. Et je suis peut-être contente de ne plus l'être parce que c'est très compliqué de manager les gens. Il faut beaucoup de temps, il faut être à l'écoute des autres. Et moi, j'étais un manager de projection. J'essayais de me dire que de toute façon, il faut savoir en fait donner la destination, il faut donner le cap et il faut s'assurer que tout le monde rame à la même vitesse et s'assurer que dans ce radeau, tout le monde en fait a des choses à apporter à la navigation et qu'il ne faut pas oublier les gens autour de vous. Donc il faut les faire évoluer, il faut les écouter, il faut écouter leurs doutes, il faut écouter leur mal-être. Et être manager aujourd'hui, c'est beaucoup d'écoute. Vous dites dans votre livre « Je suis une femme qui assume ses choix, ses valeurs, sa dureté quand elle est nécessaire ». Est-ce que selon vous, cette dureté assumée est parfois indispensable au travail, notamment quand on dirige, quand on a un poste à responsabilité ? Je pense qu'il faut être soi, en fait. Que ce soit dans la vie, dans une équipe, sur un plateau de télévision, dans une interview. Je pense qu'avant tout, il faut être soi. Si vous êtes quelqu'un d'exigeant et que vous êtes quelqu'un d'assez dur, vous l'assumez. Après, il faut l'assumer, il faut essayer de mettre les formes. Voilà. Moi, j'ai essayé toute ma vie parce que je suis quelqu'un de très exigeante et que j'attends beaucoup des gens. J'ai essayé d'être juste et j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'avais cette exigence. Et ça, je pense que c'est la qualité première dans une équipe. Il faut être soi. Si vous essayez d'être une autre personne, j'en ai fait des formations de manager, de l'écoute attentive et de l'écoute positive. Et je suis quelqu'un qui est hyper speed, je suis quelqu'un qui a toujours 1000 projets à la minute. Je pense que c'est ce que les gens attendent dans votre équipe. Est-ce que quand on est manager, il faut aussi accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, quand on veut prendre certaines décisions notamment ? Un manager prend les décisions et automatiquement, c'est compliqué de ne pas faire l'unanimité tout le temps. Mais si vous êtes juste, ça passe. En fait, c'est la justesse. Après, je vous dis, j'ai managé des équipes pendant 17 ans, je n'en manage plus aujourd'hui et je me remercie le ciel. C'est tellement compliqué de manager des gens. Tellement. Vous avez modernisé l'image du concours des Miss au travers des années. C'est un projet de transformation comme beaucoup de managers le rencontrent en entreprise. Quelles sont les clés selon vous pour réussir à embarquer les autres dans cette aventure ? Le cap, c'est de leur dire où on veut aller. On veut leur dire, je peux leur dire, voilà, moi je veux aller là. J'ai une petite idée des moyens d'y aller, mais je vais avoir besoin de vous parce que peut-être que les moyens, il y a des petits raccourcis qu'on va pouvoir prendre et c'est là que chaque personne de l'équipe est importante parce que je l'écris dans le livre, mon adage préféré, c'est « seul on va vite, à plusieurs on va plus loin ». Et c'est vrai, parce qu'en fait, moi j'ai toujours su où je voulais aller, je pense savoir quels sont les moyens pour y aller, mais on n'est pas des magiciens en fait, on n'a pas la science infuse et c'est cette équipe qui va vous dire Sylvie en fait on peut faire ça, le cap il est là mais peut-être que si on tire un bord et qu'on va chercher ça, tiens on va acquérir ça qui va nous permettre d'aller plus vite et c'est ce qui a été une chance chez Miss France, c'est que moi j'avais des gens fabuleux dans mon équipe, je suis de nature à toujours dire non au premier abord, quand on me propose quelque chose je dis toujours non parce que j'ai peur du changement mais je change très vite d'avis. Et c'est ça qui est bien. Je pense qu'un bon manager doit écouter ses équipes et doit être capable de leur dire « Je me suis trompée, c'est toi qui as la bonne solution. Et on va prendre ta solution, on va y aller. » Est-ce que selon vous, c'est encore mal vu ou peut-être compliqué aujourd'hui d'être une femme ambitieuse ? Oui, c'est très mal vu. En France, on considère qu'une femme ambitieuse est automatiquement une femme sans cœur, une femme qui est dure, une femme qui veut écraser tout sur son passage. Mais de façon générale, on a en France un problème avec l'ambition. Et les gens qui ont un problème avec l'ambition sont des gens qui sont issus de familles privilégiées pour moi. Les gens qui viennent comme moi de milieux défavorisés, qui sont ambitieux mais pour une juste cause. Moi j'ai de l'ambition, je veux réussir dans la vie, je veux gagner de l'argent, mais pourquoi ? Mais pour gâter les gens en fait, pour gâter les gens qui sont importants dans ma vie, pour être généreuse. J'ai envie d'être ambitieuse parce que j'ai envie d'être accomplie. Et l'ambition ne passe pas que par une réussite financière. L'ambition passe par le fait de vouloir faire des choses. Moi, l'une de mes plus grandes fiertés, c'est d'avoir créé cette association qui s'appelle Les Bonnes Fées. On finance des soins de support pour des femmes qui sont des hommes et des femmes, parce que les portes de nos maisons ne sont pas fermées aux hommes. Bon, généralement, il y a beaucoup plus de femmes, mais en fait, on finance ces soins de support pour les gens qui sont en chimiothérapie. Je suis tellement fière de cette association. Voilà, donc
L'expérience, tout ça est très important, ça doit nourrir la personne. Et on doit voir l'ambition comme quelque chose de positif, comme quelque chose qui vous tire vers le haut. L'ambition, pour moi, c'est... on revient à la valeur travail. Quelqu'un qui travaille, qui a de l'ambition, mais laissez-la avoir de l'ambition. C'est porteur et on a besoin de modèles aujourd'hui. On a besoin de modèles dans notre société très positifs. Donc laissons les femmes ambitieuses prendre le pouvoir. Je trouve que c'est tellement beau. Vous êtes restée 15 ans à la tête de la société Miss France. Comment vous expliquez cette longévité ? Déjà, il m'a fallu du temps parce que je suis arrivée, moi, chez Miss France en 2005. J'avais plein d'envie pour l'organisation. On m'a dit que j'étais assez passéiste parce qu'aujourd'hui, les gens restent dans une société de 4, 5 ans. Il y a un turnover beaucoup plus important. Chez Miss France, j'avais besoin de temps pour faire bouger les choses. Les objectifs que je m'étais mis chez Miss France, c'est une belle endormie. Miss France, c'est une société le concours Miss France, il a plus de 100 ans. Quand vous avez une institution comme ça qui repose sur des valeurs tellement ancrées, vous ne pouvez pas tout changer en 2 ans. J'avais besoin d'installer les choses tout en respectant le travail qui a été accompli par Geneviève de Fontenay, par son mari. Donc, je ne pouvais pas tout chambouler. Et il m'a fallu ce temps nécessaire pour faire évoluer les choses. Et puis, il y avait une évolution des mentalités. On ne change pas les mentalités en un claquement de doigts. Vous avez été beaucoup critiquée à l'époque de l'affaire Valérie Bègue et Geneviève de Fontenay. Vous en parlez dans votre livre comme d'une période de stress intense. Est-ce que ça a été une période éprouvante et comment vous avez fait pour continuer malgré la pression et les jugements ? Ça a été très éprouvant. Je ne l'ai peut-être pas assez dit à l'époque. Enfin, j'ai essayé de le dire, mais en tout cas, on ne m'écoutait pas. Oui, j'ai ravalé tout ça et j'ai serré mon poing dans ma poche. Ça a été extrêmement compliqué. En plus, moi, à titre personnel, je vivais un divorce avec un petit bébé en bas âge. Donc, c'était très dur. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire ce qu'on attend de moi. Je vais prendre ce rôle de dirigeante à pleine main. Et j'ai enfoui beaucoup, mais il me semblait qu'à l'époque, les gens n'avaient pas envie d'entendre mes états d'âme. Si je l'avais fait, j'aurais peut-être été mieux. Voilà. J'ai un message à passer, c'est quand une femme vit un moment ou un homme vit un moment difficile dans son job, traverse une crise, il faut savoir, et qu'il en même temps traverse une crise personnelle, il faut savoir en parler parce que ça abîme beaucoup. Moi, je me suis beaucoup abîmée. Vous parlez dans votre livre de votre famille recomposée. Est-ce que c'était aussi important pour vous d'aborder ce pan de votre vie ? Oui, parce que j'avais envie. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on parle que du positif tout le temps, de ce qui est beau. Et on parle moins des moments compliqués. Et du coup, je trouve qu'on renvoie parfois auprès des gens, on crée une rupture. Parce que même moi, parfois, je regarde Instagram et je me dis, oh là là, qu'est-ce que ma vie est plate. Et j'avais envie d'expliquer aux femmes, j'avais envie de témoigner de cette difficulté, des familles recomposées, de ce que je vis avec mon ado. Vous avez 46 ans, comment voyez-vous la suite de votre carrière ? Quelles sont vos envies ? J'ai plein d'envies. Alors vous savez, si j'ai quelque chose à dire dans ce bouquin, c'est de ne vous mettez aucun interdit. Et je ne me mets aucun interdit. J'ai envie de faire de tournées, j'ai envie de faire du cinéma, de la fiction, j'ai envie de... De toute façon, on le voit dans mon parcours, mais dès que j'ai une opportunité, je la saisis parce que je trouve que la vie, elle est tellement riche et elle passe tellement vite qu'il faut faire plein de choses. Je suis très positive sur l'avenir. Souvent, quand je suis partie de Miss France, une grande dame m'a dit « Tu te rends pas compte comme il est difficile de quitter un paquebot comme Miss France, tu vas souffrir, ça va être dur. » Peut-être. Mais pour l'instant, tout ce que je vis, c'est bien parce que je trouve qu'il est très important de se remettre aussi en situation, de se remettre des challenges. Moi, je m'ennuyais un peu ces derniers temps. En plus, je voyais l'avenir compliqué chez Miss France avec ce changement de société. Et voilà, là, je me mets en danger. Ça fait du bien, le danger. Ça nous rend vivants. Alors, je ne vous dis pas que j'ai pas du mal à dormir. En plus, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je fais plein de choses. Mes nuits sont assez agitées. Mais au moins, je me sens vivante. C'est chouette. Et pour finir, quel serait votre message pour les femmes qui nous écoutent et qui nous lisent ? Prenez soin de vous déjà, parce qu'on ne se rend pas compte, je sais qu'il ne faut pas être trop féministe, mais on ne se rend pas compte de la charge mentale des femmes aujourd'hui. Voilà, je vous le disais, il y a encore beaucoup de femmes qui sont à la tête de familles monoparentales et qui gèrent leurs enfants, qui gèrent leur boulot, qui gèrent leur ex-mari, qui gèrent leur nouveau mari. Prenez soin de vous, accordez-vous. Je sais qu'on a l'impression qu'on n'a pas de temps.
Mais essayez de vous évader. On a tous des parents, des copines à qui on peut décharger nos enfants quelque temps. Prenez même 1 heure dans votre semaine, mettez-vous, allez marcher, faites de l'introspection. Prenez soin de vous, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Ne vous mettez pas d'interdits, lancez-vous des milliards de challenges, soyez une Wonder Woman, pensez que la journée fait 72 heures parce qu'on adore faire ça. En revanche, faites attention à vous. Merci beaucoup Sylvie. Merci.